Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs de Radio Victoire, bonjour. Ce matin, Retro 7 a le plaisir d'accueillir le président du Nouvel Engagement Togolais, qui est aussi un écrivain, député et, à ce titre, président du groupe parlementaire Net PDP à l'Assemblée nationale. Au cours des minutes qui vont suivre, nous allons donc échanger avec Jerry Tama, l'écrivain, Jerry Tama, le président du Net, Jerry Tama, le député et président du groupe parlementaire Net PDP à l'Assemblée nationale. Notre invité s'exprimera également sur certains événements qui alimentent en ce moment les débats sur la vie politique nationale. Et si le temps le permet, il commentera aussi quelques sujets relatifs à l'actualité internationale. Je signale que cette émission sera enregistrée ce vendredi 14 mai pour des raisons de calendrier ou d'agenda de notre invité qui ne pourra être en direct avec nous le samedi 15 mai. Monsieur Jerry Tama, bonjour et merci d'être avec nous malgré les contraintes de temps que vous avez en ce moment. Bonjour, c'est un vrai plaisir, un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes un écrivain, auteur du roman intitulé Parcours de combattant. Mais depuis un moment, on a le sentiment que vous avez tourné le dos à la production littéraire au profit de réflexions ou de réactions à des situations ou événements sur des réseaux sociaux. Est-ce que c'est juste ? C'est juste, si on regarde la production, j'ai fait sortir 2 romans coup sur coup. Un roman, un recueil de nouvelles, un coup sur coup entre 2010 et 2011. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus rien produit, donc on peut le penser. Même si je suis encore sur des projets, je pense que j'ai 2 projets de livres qui sont là, qui ne sortent pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Mais bon, voilà. Maintenant, après, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous prennent quand même de toute façon de court. On ne réagit pas de la même façon il y a une dizaine d'années qu'aujourd'hui. L'acteur politique et l'homme public que je suis a une relation avec le public qui est différente plutôt, et puis donc je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont un très bon canal de communication avec le public. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture et qu'est-ce qui vous a inspiré votre premier roman Parcours de combattant? Disons que moi j'ai toujours été d'abord un gros consommateur de la lecture. Je lis énormément, je lisais depuis... moi, j'ai grandi dans le village à Siou, je lisais sur tout ce qui me tombait sous la main. Après, je suis allé au collège Chaminade où il y avait une bibliothèque, donc j'ai énormément consommé au collège Chaminade. Ensuite, je suis venu à Lomé où il y avait le CCF. Je crois rarement qu'on puisse écrire si on ne lit pas. Donc, l'écriture est une continuité de la lecture. Donc après, je pense que j'ai commencé à écrire des petites nouvelles par ici, par là. J'écrivais même quand j'étais sur le campus mon livre intime, comme on le dit, de temps en temps quand je retrouve, c'est plutôt marrant. Et puis j'ai écrit quelques nouvelles, j'ai participé à certains concours de la nouvelle sur le campus. Et puis après la nouvelle, j'ai sauté le pas, je me suis mis à l'écriture de ce premier roman. Mais comme vous le voyez, il y a quand même eu un cheminement. C'est-à-dire que livre intime, nouvelle après nouvelle, donc bon, sans compter quelques incursions dans la poésie, mais bon, voilà, c'est plus facile à écrire un poème qu'une nouvelle et c'est plus facile à écrire une nouvelle qu'un livre. Donc c'est de là, de fil en aiguille, que j'ai commencé l'écriture de Parcours de combattant. Ça a commencé quand j'étais encore à l'armée. Je crois que c'est un bouquin que j'ai commencé à écrire à partir de 2003-2004, avant qu'il n'aboutisse en 2009 où il a été édité. Donc voilà, c'est l'amour de la lecture qui m'a conduit à l'écriture. Et qu'est-ce qui vous a inspiré Parcours de combattant spécialement? Je peux dire que ma participation à la mission onusienne en 2004 comme casque bleu a été, je pense, un des éléments fondateurs, parce que quand on prend le Parcours de combattant, on se rend compte que d'abord le scénario se passe dans une zone de guerre, qu'il y a une relation entre un autochtone officier et son camarade de Saint-Cyr. Et donc du coup, c'est un peu mon histoire, même si tout ce qui est dans le roman n'est pas vrai. Et puis une troisième personne qui est une dame qui vit dans ce pays en conflit là. Donc je crois que le déclic, c'est quand même mon expérience militaire en Côte d'Ivoire, et puis après l'imagination de l'écrivain abordé voilà. Oui, quel est le message que vous voulez faire passer à travers Parcours de combattant? Moi, je ne crois pas qu'un livre soit forcément un pamphlet, qu'un livre forcément véhicule un message. Bon, bien entendu, en filigrane, on peut lire des messages liés à la loyauté, à l'amour, à
à l'envie de servir son pays, à l'envie de l'amour pour son pays, à la camaraderie qu'on retrouve dans les écoles de formation. Mais pour moi, initialement, l'objectif recherché, c'est l'évasion. Moi, je pense que un bon bouquin, c'est un bouquin qui me permet de quitter mon quotidien. Donc, ce n'est pas forcément un message derrière, un message politique ou bien un message social. Pour moi, chaque fois que quelqu'un me contacte en disant « votre bouquin, il m'a fait voyager », je suis très content. Pas forcément avec un message particulier. Je crois qu'aujourd'hui, quand je suis en politique, j'ai plus de messages à faire passer que des messages à passer à travers un roman. Oui, dites-moi, quel accueil les critiques littéraires ont réservé à ce premier roman? Il a été très bien accueilli. D'abord, je précise que ce livre a gagné le prix littéraire de la Saint-Cyrienne. Le prix littéraire de la Saint-Cyrienne, c'est un prix qui récompense des ouvrages dans le domaine militaire et c'est à ce jour le plus grand prix dans ce domaine-là de tout l'espace francophone. Donc, Parcours de combattant a gagné le prix de la Saint-Cyrienne et à ce jour, c'est le seul auteur africain même qui a gagné un prix dans ce domaine-là. Et je crois que c'est dire exactement la valeur qu'on a eu au Togo, sur les dédicaces qu'on a eues, les dédicaces ont été plutôt élogieuses parce que d'une part, on ne s'attend pas à voir des militaires écrire. Comme vous le savez, au Togo, l'image d'Épinal qui colle aux militaires, c'est le russe qui n'a que ses muscles comme expression, comme moyen d'expression. Donc au départ, c'était la grosse surprise. Je me souviens à la dédicace au CCF. Les gens étaient beaucoup moins venus pour voir le bouquin que pour voir l'espèce d'animal militaire qui a écrit un bouquin. Voilà, donc la critique a été plutôt positive, même si on regrette toujours que la lecture ne soit pas aujourd'hui l'un des passe-temps favoris de nos compatriotes et que donc je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai vendu 1000 exemplaires de Parcours de combattant au Togo. C'est dommage, j'ai vendu par exemple plus de bouquins, plus de Parcours de combattant au Bénin qu'au Togo, ce qui est assez regrettable. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez des projets en matière de littérature, donc vous avez des bouquins sur le chantier. Alors, quand est-ce qu'on peut espérer avoir le prochain bouquin de Djeri Tama? Je prépare un essai qui va sortir certainement, si j'arrive à me concentrer, dans 3 mois, parce qu'il est assez avancé. Et un deuxième recueil de nouvelles sur les 10 nouvelles programmées, qui s'appellera 10 femmes. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un certain nombre de nouvelles. Je suis à 4 sur 10, donc il reste encore 6 à écrire. Mais tous les scénarios sont dans la tête. Il faut juste que je me concentre et que j'oublie ma vie de politicien pour m'occuper de ces projets-là. Alors, quelle est votre appréciation sur la littérature togolaise et quelles sont les difficultés auxquelles, à votre avis, sont confrontés les écrivains ou ceux qui sont désirés de se lancer dans l'aventure de l'écriture au Togo? Comme je l'ai dit, dans un premier temps, il n'y a pas de marché du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez en France ou dans d'autres pays, quand on dit qu'il y a la foire du livre, c'est plein. Aujourd'hui, vous faites une foire du livre au Togo. Comparativement à la foire de la bière, vous avez 10 personnes à la foire du livre et puis vous en avez 1 million à la foire de la bière. Donc, il n'y a pas d'activité commerciale qu'on peut faire s'il n'y a pas de marché. Et donc, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. Les gens ne lisent pas tant que ça au Togo. La deuxième chose, c'est que quand vous prenez les maisons d'édition, la plupart de celles qui peuvent, par exemple, donner un droit d'auteur à un écrivain, il n'y en a pas au Togo. La plupart des maisons d'édition qui sont au Togo, j'en ai eu entre-temps, publient à compte d'auteur. C'est-à-dire que l'éditeur ne paye pas, c'est l'auteur qui paye. Donc du coup c'est un frein aussi parce que si l'auteur doit payer parfois parce qu'il paye, même l'impression du livre ça va à des millions, c'est pas tous les auteurs qui ont la possibilité de mettre 1 million, 2 millions pour l'édition de leur bouquin, surtout s'ils n'ont aucune garantie sur le fait qu'une fois que le bouquin sera édité, il va être vendu. Donc c'est la troisième difficulté, il faut reconnaître, j'ai organisé parfois des concours surtout pour les nouvelles. La qualité aussi est aujourd'hui laisse à désirer. Je ne sais pas si c'est lié au fait que le niveau de l'instruction à l'école baisse, mais aujourd'hui, trouver des bouquins de qualité, la plupart du temps, ils nous viennent d'auteurs qui sont à l'extérieur. Voilà, donc du coup, c'est des problèmes qui sont structurels, mais qui aujourd'hui empêchent vraiment l'éclosion d'un vrai marché du livre. On a une association des écrivains du Togo, mais comme je le dis, c'est extrêmement difficile de vivre de son art dans notre pays. Si vous pensez qu'en faisant étudier votre bouquin, vous allez pouvoir acheter même une moto, il faut oublier, peut-être un vélo, mais ce n'est pas encore sûr. Eh bien, parmi les écrivains togolais que vous connaissez, lequel ou lesquels appréciez-vous le plus? Il y a Kanyalem Dirodo, c'est mon ami, c'est même quelque part on peut dire mon mentor dans ce domaine-là, on est très proches.
Lui, il a quand même quelque chose de particulier, il s'intéresse qu'à ça. Moi, je fais 1000 choses, mais lui, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le domaine nucléaire au Togo, il faut aller voir Kanyalem. Bon, il y a d'autres personnes que j'apprécie bien, Sami Tchak, qui est extraordinaire, qui écrit parfois, moi je lis, je ne comprends pas grand-chose. Voilà. Mais voilà, ça, c'est des auteurs que je connais. Il y a ma collègue Anate Koumeyalo, avec qui je suis à l'Assemblée nationale, qui est une femme talentueuse et voilà, qui dirige, je pense, même aujourd'hui, l'association des écrivains du Togo. Mais je pense que dans ce lot-là, il y a Kanyalem avec qui je m'éclate le plus. Voilà. Venons maintenant à Djeri Tama, le président du NET. Vous avez créé le NET, le nouvel engagement togolais, que vous dirigez depuis maintenant 9 ans. Alors, pensez-vous toujours avoir eu raison de créer ce parti dans un espace politique comportant déjà des dizaines de partis politiques à l'époque? Oui, si on se met dans le contexte de l'argument que nous avons avancé pour créer le parti politique en disant qu'il fallait sortir du schisme entre nationalistes et progressistes, ça a commencé depuis 1946. Nous, on n'est pas venu recréer la roue. On a eu le culte contre UCP, NPTP, après on a eu RPT, UFC. À l'époque, on avait donc ANC. Bon, UNIR n'était pas encore... Bah si, UNIR était créé. UNIR a été créé le 9 mars 2012. Donc du coup, l'idée qu'on avait, c'était de dire on ne veut pas être embrigadé dans ces deux blocs qui sont parfois des blocs monolithiques complètement intangibles. On voulait créer une troisième voie. Donc oui, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quand on regarde ce qui se passe sur le plan politique, qu'il y a cette fois-ci au moins une troisième voie qui existe d'elle-même, qui n'est ni phagocytée par donc le bloc opposition où si vous n'êtes pas d'accord avec certains, c'est que vous dégagez le plancher, et qui ne s'est pas couché non plus devant le parti au pouvoir. Donc oui, on peut dire qu'on ne peut pas regretter, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons, comme vous l'avez bien dit en début d'émission, nous avons un groupe parlementaire. Nous sommes présidents d'un groupe parlementaire, nous avons des députés à l'opposition et à l'Assemblée nationale qui se revendiquent du centrisme. C'était ça justement, c'est-à-dire dire on ne veut pas être dans les deux blocs, même si le centrisme est aussi une idéologie politique. Donc oui, on peut dire que c'était bien. Aujourd'hui, on a, si vous remarquez, nous sommes certainement l'une des forces politiques qui se fait taper régulièrement par les deux bords, parce qu'on tape régulièrement les deux bords. Donc on n'a pas de crainte à critiquer le parti au pouvoir, mais quand nos amis de l'opposition, parfois dites radicales, ont des attitudes qui ne nous paraissent pas correctes, on ne se couche pas en disant « Ah, il ne faut pas les toucher », mais on le dit clairement. Et puis bon, de temps en temps, ça nous vaut des incidents comme ce que j'ai eu à Bruxelles, à être attaqué par des gens qui ne considéraient pas une position médiane comme une position qui pouvait prospérer. Mais nous sommes là. Oui, mais il y a justement certains de vos camarades de l'opposition qui estiment que vous leur tapez dessus plus que sur le parti. Non. Moi, je prends mon exemple, un président d'un groupe parlementaire. En 2 ans, nous avons fait 26 interpellations parlementaires. 26. Il n'y a pas de plénière où nous soyons toujours à la tête en train de critiquer, ainsi de suite. Mais le problème, comme critiquer quand vous êtes de l'opposition c'est dans l'ordre normal des choses, souvent ce n'est pas comptabilisé. Donc si vous critiquez 10 fois le gouvernement et vous attaquez à vos amis de l'opposition 2 fois, la seule chose qui va être retenue, c'est les 2 fois où vous avez dit, les gars, cette attitude-là n'est pas correcte. Donc c'est normal, c'est dans l'ordre. On considère que si vous revendiquez de l'opposition, la seule chose que vous devez faire, c'est critiquer le parti au pouvoir du matin au soir. Et même ça encore, ça ne suffit pas. On sait comment, de façon parfois subtile, parfois même assez sournoise, les gens traitent certaines formations politiques qui ne sont pas avec eux. Donc même si on passe tout notre temps à critiquer, quand on critique, on dit de toute façon ils font semblant, ils savent ce qu'ils font. Donc bon, non, on n'a pas intérêt à taper sur nos amis de l'opposition, mais quand il y a des attitudes qui ne vont pas dans le sens de ce que nous percevons comme intérêt national, nous disons non, on ne peut pas faire ça. Bon, maintenant après, oui, ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire. Vous avez dit que vous ne voulez être ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition, mais non, un peu au centre. Ni du côté du pouvoir. Nous sommes de l'opposition, mais nous refusons les oppositions extrêmes. Et ça, c'est une chose, nous avons dit qu'au Togo, nous avons 2 extrêmes, l'extrémité au pouvoir et l'extrémité dans l'opposition. Et nous ne voulons pas rentrer dans les deux schémas. D'un côté, je ne sais pas s'il y a des alliances avec des partis. Je prends par exemple l'exemple de notre parti frère, l'UFC. L'UFC est rentré en partenariat ou bien en partenariat avec UNIR. L'UFC est un parti de paix qui n'a jamais absolument cautionné des actions
violente, mais vous pouvez aussi comprendre que dans certaines formations, au niveau du pouvoir, il y a des gens qui sont beaucoup plus pour la méthode dure. Donc nous disons, de ce côté, que ce soit les extrêmes qui sont dans le parti au pouvoir, que ce soit dans les extrêmes des partis de l'opposition qui appellent à des actions extrêmes, comme à l'époque, vous savez, nous on était dans la rue en 2017 quand les gens disaient que Fort dégage, juste parce qu'il y a des manifestations. À l'époque, nous avons dit non, on veut certainement une alternance politique, mais elle va pas se passer par des moyens qui ne sont pas des moyens constitutionnels, parce que c'est la porte ouverte à tous les conflits. Et une fois qu'on le fait comme ça, ben après, on dit qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Voilà. Alors, revenons maintenant à votre parti, le NET. Vous avez célébré ou commémoré, je ne sais pas quel est le mot juste, les 9 ans du NET il n'y a pas longtemps. Et quel bilan pourriez-vous nous dresser de ces 9 années d'existence de votre parti? Ben, le bilan, il est sur 3 points. Premier parti donc créé en 2012, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, avec 3 députés à l'Assemblée nationale. Vous avez des partis qui sont là depuis 90, qui n'ont jamais réussi à mettre un seul député à l'Assemblée nationale. Mais vous devez dire qu'il y en a qui, c'est parce qu'ils ont boycotté les législatives. Écoutez, on sait, je reviendrai là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu, on n'est pas les seuls partis à être allés aux élections boycottées. Mais il y a beaucoup de formations qui, je le répète encore, qui étaient dans les années 90, qui n'ont pas boycotté les élections, mais qui n'ont pas eu de candidat aux élections législatives. Donc, premier élément. Deuxième élément, et c'est le plus intéressant en réalité, ce n'est pas les élections législatives, c'est les élections locales. Nous avons eu donc des élections locales inclusives, où toutes les formations politiques ont décidé d'y aller. Et au lendemain de cette élection, bien entendu, on a été balayé par le parti au pouvoir, parce que UNIS est censé sortir avec plus de 60% des suffrages. Au niveau du nombre de maires, c'est uniquement ça que je veux compter. Et sachant qu'on a à peu près 10% d'indépendants, mais on sait un peu ce que c'est les indépendants ici, on sait qu'ils sont soutenus par le parti au pouvoir. Donc quand vous prenez ça, c'est qu'on a été balayé, c'est vrai. Mais au même moment, quand vous prenez les résultats au niveau de l'opposition, vous avez dans l'ANC qui a pris et qui occupe son rang, qu'on n'a jamais contesté de toute façon, 136 conseillers. Après les 136 conseillers, là vous avez une surprise. Pourquoi? Parce que vous avez certes ce qui s'est présenté comme C14, c'était 6 partis, mais les 6 partis ont eu 130 députés. Et donc si vous voulez faire une évaluation, hypothèse numéro 1, vous dites la C14 est donc la deuxième force politique, et là c'est 6 partis, ou bien vous divisez les 130 par 6, puisqu'ils sont allés ensemble. Et si vous faites dans ce calcul-là, vous vous retrouvez en termes de classement, après l'ANC, 136 députés conseillers, vous avez l'UFC, 44 conseillers. Et après les 44 conseillers de l'UFC, vous avez le NET, 33 conseillers. Donc, pour nous, l'un des... Après, vous avez donc le MPDD, 26 conseillers, vous avez le CAR, je pense, 18 conseillers, donc vous avez les 6 partis de la C14 avec 22 conseillers chacun. Si on le fait comme ça. Donc, c'est là où vous avez la surprise, vous vous rendez compte. Donc, moins de 10 ans après notre engagement, c'est que nous nous retrouvons comme 3e force politique de l'opposition. Alors, quel est votre secret? À votre avis, qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que nous avons un langage vrai. Nous ne faisons pas de la langue de bois. Et quand vous regardez ces résultats-là, c'est que vous êtes surpris par un élément, c'est que nous sommes sur l'ensemble du territoire. Nous avons 3 conseillers dans le Kwendial, nous avons des conseillers. Parfois, je rigole en disant nous sommes le chef de file de l'opposition dans la COSA, parce que dans la COSA, nous sommes le parti qui a 3 conseillers de l'opposition. Le reste, c'est 2, 1, ainsi de suite. Donc, nous avons cette implantation nationale qui fait que, à travers cette élection, on a montré que nous ne sommes pas uniquement là à Lomé à faire le one-man show comme tout le monde le fait, mais nous avons une occupation de terrain. Donc, c'est un peu ça la deuxième leçon qu'on doit tirer de la méthode de la politique autrement du net. C'est-à-dire que oui, nous parlons, oui, nous écrivons, mais nous faisons aussi du terrain, nous occupons du terrain. Et le 3e point sur lequel je vais peut-être pas beaucoup m'attarder, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend dans l'ensemble de ces formations, nous sommes la seule formation qui ne soit pas issue des années 90. Dont les leaders ne sont pas ici des années 90. Quand on prend les 10 premiers partis, vous avez tous, ils ont fait 90 conférences nationales souveraines. Moi, je vous rappelle, en 91, moi j'avais 16 ans, je portais encore des petites culottes. Donc, toutes ces personnes-là sont plutôt des grands-parents, des parents, je les appelle papa même d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est ça. Pour conclure, c'est que nous sommes la force de l'avenir, tout simplement. Alors, pourriez-vous nous résumer en quelques mots les grandes lignes du projet du NET pour le Togo? Les grandes lignes du projet, je vais le résumer à 3 choses. Le premier, je pense, c'est la citoyenneté. Il faut que progressivement les Togolais se sentent réellement appartenir à une nation.
Et cette citoyenneté-là n'y est pas encore. Aujourd'hui, vous parlez encore. Quand vous rencontrez un Togolais, vous dites, je m'appelle Jerry Taman, on te dit, mais tu es d'origine d'où? Il faut qu'on en arrive à un truc où quand tu dis je suis Togolais, on accepte que vous êtes Togolais. Donc c'est la citoyenneté, l'idée de nation, l'idée d'appartenance à une nation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, tous les jours, on parle de la bonne gouvernance. Prévarication, détournement, comment on appelle ça, corruption, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas développer notre pays sur tous les plans si nous n'arrivons pas à lutter contre l'impunité. Et ça, c'est pas la gouvernance. Et puis le troisième élément, c'est l'emploi des jeunes. Nous avons plus de 50% de la population qui est constituée de jeunes. Nous avons aujourd'hui un taux de chômage et de sous-emploi qui frôle les 40%. Donc tant que nous ne mettons pas en place une stratégie globale, en passant par l'entrepreneuriat, parce que la fonction publique ne peut pas tout absorber. Donc, tant qu'on ne met pas en place une stratégie globale, on ne fera rien. Donc, c'est les trois éléments: citoyenneté, bonne gouvernance et puis emploi des jeunes. Alors, on a le sentiment que vous avez aussi une autre stratégie, c'est de faire des actions au profit des populations. Et tout récemment, vous avez installé des lampadaires dans certaines localités. Et la question que certains se posent est de savoir si c'est cela la mission des partis politiques. La mission des partis politiques, c'est de gagner le pouvoir. La conquête du pouvoir est la mission ultime d'un parti politique. Maintenant, après, vous avez le parti politique et vous avez l'homme. Si vous remarquez, la plupart des actions que je fais, je ne les fais pas en tant que président du net. Je ne les fais pas en tant que député à l'Assemblée nationale, je les fais en tant que citoyen. Mais vous êtes quand même le oui, président bon, maintenant, après, chacun met les choses dans les cases qu'il veut. Mais ce que je considère que quand vous êtes dans un pays comme le nôtre et que vous avez la chance d'avoir des revenus, vous savez, un député gagne 1,3 million. Vous prenez le SMIC, ça pas, il faut diviser, je n'ai pas de calculatrice, mais ça veut dire qu'un député est quand même plutôt bien payé. Donc je considère que quand vous êtes dans un pays, et puis avant d'être député, être chef d'entreprise, ces actions que je fais aujourd'hui, malheureusement peut-être que le fait d'être député, président de parti politique, même plus députés, elles sont plus visibles, mais je les faisais avant de rentrer à l'Assemblée nationale. Donc je considère que quand vous êtes dans un pays où vous avez, par la fortune de vos affaires, un peu plus de ressources que d'autres personnes, que le minimum, que ce soit en fonction de votre religion, que ce soit de la charité, que ce soit de l'aumône, que ce soit tout ce que vous voulez, que le minimum que vous pouvez faire, c'est de pouvoir rendre un minimum de ce que vous avez aux populations. C'est tout simplement ça. Je n'ai jamais signé une distribution de lampadaires en disant président du net, en disant président du net PDP. Non, je le fais en tant que Jerry, citoyen, qui considère que si on peut faire des choses, on le fait. Aujourd'hui, je suis installé dans la préfecture de l'Est-Mono. Depuis donc 2016, avant même les élections législatives, et c'est une préfecture qui est complètement délaissée. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez choisi de vous installer dans l'Est-Mono? Parce que l'Est-Mono est ce que j'appelle affectueusement une colonie de peuplement, c'est-à-dire que c'est des endroits où beaucoup de populations sont venues installer. Moi, j'ai des parents qui sont installés là, et donc du coup, une bonne partie des activités même agricoles que je faisais au nord, dans mon village, qui ont eu beaucoup du mal à démarrer, j'ai trouvé que l'Est-Mono était un bon terreau. Aujourd'hui, j'ai 2 fermes là-dessus où je fais mes activités. Donc voilà, maintenant, de là où je fais mes activités, en se disant, mais pourquoi ne pas entamer mes activités politiques aussi là, ça n'a pas mis du temps. Oui. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis dans une préfecture comme ça qui est vraiment indigente, où il y a énormément de difficultés pour les populations, eau, électricité, route, ainsi de suite. Je considère que si par mois ou bien une fois tous les 2 mois, je peux équiper un village de 5 lampadaires, parce que moi j'ai grandi à Siou, à l'époque il n'y a pas d'électricité, qu'on s'éclairait avec les lampes tempêtes, et ça fallait nous bousiller les yeux avec ça. Je considère que si je peux le faire, je le fais, sans aucun problème. Maintenant, après, je suis allé en 2019 féliciter, remercier les populations qui ont voté pour nos conseillers dans la COSA. Comme je l'ai dit, on a 3 conseillers dans la COSA, et dans les 2 communes, COSA 3 et COSA 4, je peux vous dire que dans COSA 4, on a fait un meeting, ça s'appelle Kouchikada. Et nous sommes arrivés à 18h, on a mis les phares de nos voitures pour faire le meeting. Et là, devant toute la population, j'ai dit, on va essayer quand même au moins, là où on est en train de faire le meeting, mettre au moins 2 lampadaires. Comme ça, la prochaine fois, peut-être même un jour, les militants, bien les cadres de UNIR, ANC, UFC vont arriver là-bas avec 17h. Ils seront bien contents de découvrir qu'il y a des lampadaires qui leur permettent de parler aux populations. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Je suis allé installer les lampadaires là-bas, mais chaque fois que je pourrais, enlever un peu des ressources que je trouve dans les aléas de mes affaires et aider nos compatriotes, je les ferai avec beaucoup de plaisir.
À ceux qui viennent de se joindre à nous, je signale que c'est le président du NET, le nouvel engagement togolais, député et président du groupe parlementaire NET PDP, Jerry Tama, qui est l'invité de Rétro 7 de ce matin. Alors, Monsieur le Président, vous avez été élu député lors des législatives de décembre 2018. Alors pour vous, et en dehors de ce que nous avons dit, la mission du député aujourd'hui, dans le contexte du Togo, pour vous, c'est quoi? C'est même pas, on n'invente pas la roue. La Constitution le dit, article 52, le député contrôle l'action du gouvernement et propose des lois. Et vote des lois, pas propose des lois. Donc, contrôler l'action du gouvernement, c'est pour ça que je vous ai dit 26 interpellations quand même en 2 ans. Et puis, voter des lois. Et voter, dans le cadre de voter des lois, vous savez, l'initiative des lois est double au Togo, gouvernement, Assemblée nationale. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, pour faire voter une loi, il faut avoir une certaine majorité. Donc, hypothèse numéro 1, vous faites une proposition de loi, vous n'avez pas de majorité, soit ça ne dépasse même pas le niveau. Mais vous étiez de ceux qui critiquaient l'ANC et les autres parce qu'ils ne proposaient pas de... J'en arrive. Voilà. Donc, hypothèse numéro 1, vous proposez et ça n'avance pas. Hypothèse numéro 2, vous négociez. Et pour négocier, c'est qu'il faut avoir déjà montré un certain nombre de facultés de composition. Si par exemple vous êtes à l'Assemblée, vous rejetez tous les textes, le jour où vous amenez votre texte avec vos 4 députés, les gens ils sont là, ils s'y flottent et puis ils vous regardent. Venez voter, on va voir, la majorité c'est 46 députés. C'est ça le problème. C'est que vous êtes 4. Vous votez contre toutes les lois. Après vous amenez une proposition de loi, vous dites nous on veut. Mais les autres ils vous disent votez, on va voir. Donc vous êtes obligé de composer. Vous êtes obligé de retrouver le bon moment. Vous êtes obligé de dire ok. Et je peux vous dire que depuis 2 ans, on a eu des initiatives de loi sur des sujets où le gouvernement dit on travaille déjà dessus. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous forcez à faire passer la loi et les autres? Parce qu'une proposition de loi, contrairement au gouvernement où les projets de loi du gouvernement nous viennent directement depuis le gouvernement, chez nous, une proposition de loi émanant d'un député passe au gouvernement qui étudie pour voir s'il n'y a pas des implications financières, ainsi de suite, et puis vous revient. Donc, du coup, parfois, vous avez des propositions, on dit, non, on est en train de travailler dessus. Est-ce que ça vaut la peine? Non, puisque, de toute façon, ceux qui votent la majorité sont là. Donc, si vous insistez, vous entêtez, vous connaissez déjà la suite. Donc, c'est dans ça on est, et on essaie de trouver le bon moment, les bons textes qui puissent permettre, sans aucun doute, de ne pas mettre à dos la majorité, mais de passer. Aujourd'hui, nous avons 2 textes qui sont là, qui certainement vont être étudiés. La loi sur le bail domestique, vous savez que c'est un problème. Et je peux vous dire que pendant que nous étions en train de préparer la loi sur le bail domestique, la proposition de loi, le gouvernement a sorti un décret. Bon, le décret n'est pas encore consolidé en disant, nous on veut agir sur la caution. Donc nous on voulait vraiment agir sur l'ensemble. Donc vous voyez que de temps en temps, vous avez un texte. Ce texte, ça fait 1 année que moi je l'ai, que je travaille là-dessus, que je discute en faisant du lobby. Et au moment où je l'introduis, on me dit oui, mais nous sommes en train de faire sortir quelque chose. Donc vous êtes obligé, soit ça va être enlevé de votre texte. Est-ce que le texte aura du sens encore quand ça sera enlevé, ainsi de suite. Donc ce n'est pas de la mauvaise volonté. Nous crions sur nos amis en disant ne restons pas dans la juxtaposition permanente. Ok, vous avez des textes, vous les soumettez, parfois ça passe, parfois ça casse. Mais là, on a 2 textes qui sont déjà dans les escarcelles et 2 autres qui sont en étude chez nous. Je vous posais la question, est-ce que vous comprenez maintenant la difficulté qu'avaient ceux qui étaient... Non, mais la difficulté... Parce que les propositions de loi pour passer, c'est compliqué. Non, le problème, c'était différent. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on ne parlait même pas de proposition de loi. C'est-à-dire que nous, on disait, oui, c'est vrai que je préfère à la limite introduire une proposition de loi qui soit rejetée. Par exemple, nous n'avons jamais accusé l'ADI. Parce que Adi a fait une proposition de loi qui n'a pas été prise en compte à l'époque sur la déclaration des biens. Évidemment, même on a fait cette loi-là, on l'a votée à l'Assemblée maintenant sur la déclaration des droits. Mais Adi a fait une proposition sur la déclaration des biens qui a fait long feu. Et après, nous, on est venu la reprendre. Elle venait du gouvernement sur la proposition de loi, sur la déclaration des biens. Elle est là aujourd'hui, elle va entrer en vigueur. Elle est normalement entrée en vigueur, mais c'est l'exécution qui tarde un peu. Donc voilà, c'est-à-dire que ceux qui font des propositions de loi et ces lois sont rejetées, c'est différent de ceux qui n'en font pas. À l'époque, nous on déplorait qu'on n'en fasse pas. Adi on a fait, ça n'a pas passé, tant qu'à faire. Au moins, vous savez, vous prenez la population en témoin en disant, moi je vous ai dit, je vais rentrer à l'Assemblée nationale, je vais faire une proposition de loi sur les cautions. Je suis allé la faire
ce n'est pas passé parce que le gouvernement a pris en compte. Au moins, les gens savent que vous avez fait quelque chose. Mais si vous ne faites rien, c'est normal qu'on vous critique. Nous pensons qu'on avait bien fait à l'époque de critiquer certaines personnes. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait 22 interpellations. 26. 26 interpellations. Mais depuis un moment, on a le sentiment que vous ne faites plus rien, puisque, par exemple, l'affaire du Petrolgate, les gens vous interpellaient, la population vous interpellait. Interpellation, nous avons été le seul parti, le seul député à avoir interpellé le ministre du Commerce sur le Petrolgate. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. On a interpellé, il n'est jamais venu. On fait comment? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir pour les interlocuteurs qui nous écoutent, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux types d'interpellations. Il y a l'interpellation de député, il y a l'interpellation de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que député, vous pouvez faire une interpellation écrite et on vous répond par écrit, ou une interpellation orale et le ministre se présente à l'Assemblée nationale. Mais le ministre peut ne pas répondre et peut ne pas venir à l'Assemblée nationale. En ce moment-là, il faut au minimum 15 députés pour faire une interpellation de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous lancez en réalité une proposition d'interpellation, ça doit être signé par 15 députés. Et maintenant, la motion doit être validée par la majorité simple des députés présents à l'Assemblée nationale le jour où vous faites votre interpellation. Donc, deux étapes, il faut avoir 15 députés. Nous, aujourd'hui, toute l'opposition, tous les députés de l'opposition font 14. Donc, premier obstacle. Deuxième obstacle, une fois que vous avez signé ça, il faut maintenant que la majorité présente à l'Assemblée nationale puisse accepter. Mais là, nous sommes toujours 14. C'est-à-dire que la majorité, même si le jour-là, vous n'avez que 60 députés, il faut 30 pour valider. Est-ce dit que sur le cas d'espèce, sur le pétrole, là, l'affaire du Petrolgate, vous n'avez pas été soutenu par la majorité ou bien par les autres députés? C'est que le ministre n'est jamais venu. Donc, le ministre n'est jamais venu. Chaque fois on m'a dit ça va être fait et puis bon c'est quelque chose qui va bientôt faire 6 mois. Donc voilà, on essaie de faire le job, mais on n'est pas un nombre suffisant et je crois que tout dépend aussi de la volonté de l'exécutif de faire venir les députés à l'Assemblée, les ministres à l'Assemblée nationale. Vous dirigez le groupe parlementaire NET PDP. Avez-vous le sentiment de peser sur le coup des événements de l'Assemblée nationale? Oui. Est-ce que votre avis compte véritablement? Oui. Honnêtement, je peux vous dire ça. Peut-être parfois les gens ne le croient pas, mais 80% des textes qui viennent à l'Assemblée nationale obtiennent des amendements parfois très importants. Honnêtement, et parfois je peux vous dire que les ministres ils arrivent en disant « Ouais, on a préparé notre affaire, on a eu des experts, des... » Mais nous aussi on fait le travail, même si on n'a pas les moyens, parce que moi en tant que président du groupe parlementaire, j'aurais dû avoir 4 ou 5 assistants, un assistant juridique, un assistant économique, ainsi de suite, des gens qui sont outillés pour m'aider, parce que je ne peux pas être polyvalent. Mais on fait le travail, et je peux vous dire que sur l'ensemble des tests, quand les observations sont pertinentes, en face, ils bougent. Donc oui, honnêtement, je ne le dis pas parce que c'est à la radio, mais on peut souvent aller comparer les tests qui sont rentrés et puis le rapport d'études pour se rendre compte que beaucoup de modifications sont faites. Donc oui, il nous est arrivé même parfois de voter contre des lois, de voter abstention sur certaines lois, mais je peux dire que surtout le vrai travail se fait en commission. Et là, il n'y a personne. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne. Et moi, maintenant, parfois, ce qui me gêne, c'est que quand j'ai réussi à obtenir des amendements en commission, pourquoi je viendrais rejeter un texte en plénière? C'est ça le problème. Les gens disent, mais vous votez tout le temps pour. Mais on vote pour parce qu'on a eu les amendements. C'est-à-dire que quand le texte arrive, qu'on amende et que les gens acceptent l'amendement, mais pour quelle raison je viendrais en plénière dire je ne suis plus d'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas avoir obtenu tous les amendements, il ne faut pas non plus exagérer. Mais un certain nombre sont acceptés. Donc pourquoi je viendrais changer les points? Par exemple, je me rappelle sur le vote des Togolais de la diaspora, on avait voté contre. En disant, écoutez, les pièces que vous demandez aux gens de la diaspora sont tellement contraignantes que vous n'aurez pas personne. Et puis ça c'est vérifié. Où on a eu des gens dans des bureaux de vote qu'on a ouvert dans la diaspora, vous avez à peine 20 ou 30 personnes qui sont votées. Parce que les pièces qu'on demande sont trop contraignantes. Donc voilà, sur certains points, et à l'époque, j'aimerais quand même dire à nos auditeurs que le jour où on m'a traité de buveur de lait, c'est justement parce que j'étais contre. Donc, ce n'est jamais facile. C'est le problème des centristes. On vous tape de tous les côtés. Mais bon, on l'accepte. Alors, depuis que vous siégez à l'Assemblée nationale, M. Djeritama, quelles actions ou quelles sont les actions que vous avez posées? La première chose, c'est la révision constitutionnelle. Vous savez que sur la révision constitutionnelle, il y a eu des tentatives de passer du quinquennat au septennat. Et ça a été chaud. Ça a été chaud. On a fini par faire cette affaire-là vers 23h. Et on a été quand même particulièrement fiers d'avoir réussi à éviter le septennat. Parce que le septennat, ça voudrait dire que la remise à zéro concernait 14 ans. Donc je pense que c'est quelque chose pour lequel on est particulièrement fiers. Sur la révision constitutionnelle, le fait d'avoir permis aujourd'hui au président du groupe parlementaire, au président des institutions de saisir la Cour constitutionnelle, c'est une avancée énorme.
Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est du jargon juridique, mais vraiment permettre aujourd'hui que la Cour constitutionnelle puisse être saisie par des présidents de groupes parlementaires, par les présidents des institutions. Et puis je suis le premier à avoir saisi la Cour constitutionnelle. Où j'ai eu, je sollicitais un avis, j'ai plutôt reçu une décision. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui sont... C'est vrai que parfois le peuple te demande est-ce que ça mange. C'est vrai. Mais nous sommes aujourd'hui dans le domaine législatif et on a des choses qui sont vraiment de l'ordre du législatif, parfois de l'ordre de la loi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous sommes particulièrement fiers. Je l'ai dit, après en avoir parlé aujourd'hui, on va passer au casier judiciaire numérique, digital. C'est quelque chose pour lequel je suis parfaitement fier. C'est-à-dire que les gens souffrent tellement pour cette histoire-là. Et nous espérons qu'on va pouvoir aussi... faciliter l'obtention de la nationalité, de la carte nationale d'identité, parce que c'est un vrai parcours de combattant pour avoir tous ces papiers. Et puis comme je l'ai dit, il y a un décret sur l'encadrement des cautions. Si ça arrive à passer, c'est une chose pour laquelle je serais parfaitement faire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous ne travaillez même pas encore, vous voulez une petite sieste, on vous dit de payer 24 mois d'avance. Vous allez trouver l'argent là-haut. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets sur lesquels, c'est des sujets sociaux, mais sur lesquels nous sommes particulièrement fiers. Voilà. Alors, le NET avait participé à certains regroupements politiques de l'opposition dans le passé. Quelles sont aujourd'hui vos relations justement avec ces amis-là de la C14? Je ne sais pas si vous avez... Cordial. On a vraiment des relations cordiales. Moi, contrairement à ce que les gens pensent, je ne mets pas sur les réseaux sociaux tout ce que je fais, mais je rencontre énormément de leaders de l'opposition. J'ai rencontré il y a peut-être quelques mois encore M. Jean-Pierre Fabre. On a discuté de façon parfaite. M. Goguet, que j'appelle affectueusement papa aussi, je le rencontre régulièrement. Il m'est arrivé parfois par réseaux sociaux des tours d'une communication de pouvoir échanger même avec Egbagbe Omekodjo que je continue à respecter. Donc voilà, j'ai des relations cordiales, j'assume mes positions. Et puis bon, je ne critique pas non plus les positions des autres. Donc non, j'ai des relations plutôt cordiales. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes au CNAP, donc avec tous les acteurs politiques, enfin en dehors de ceux de la DMK qui ne viennent pas. Et vous ne pouvez pas être dans ce genre de rassemblement sans vous adresser la parole. Donc voilà, non, je pense que... Je ne veux pas dire que c'est au beau fixe, on ne déjeune pas ensemble, mais bon, on se respecte. Et on a le sentiment depuis un moment quand même que l'opposition est quand même dans une certaine léthargie. Est-ce que vous avez le même sentiment? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser l'opposition togolaise? Parce que le pouvoir aussi a besoin d'une opposition forte. Disons-nous la vérité, travailler, aujourd'hui, davantage travailler. L'opposition n'a pas uniquement le genou à terre, mais je pense que là, les deux jambes quasiment couchées. Il faut recréer un nouveau paradigme. Pour moi, je pense même qu'il faut de nouveaux acteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des leaders, c'est 90. Une génération se renouvelle en 25 ans. Donc aujourd'hui, de 90 à 2011, nous sommes quasiment à 30 ans, 31 ans. Donc il faut absolument une nouvelle génération. Parce que parfois, vous vous rendez compte, quand vous écoutez certaines personnes de l'opposition, on a l'impression qu'ils sont encore en 91. Le discours n'a pas changé, le paradigme n'a pas changé, l'approche n'a pas changé. Parce que pendant longtemps, on a donné l'impression qu'il suffisait de faire des manifestations publiques pour faire plier le pouvoir. Mais ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, il faut un nouveau paradigme. Et pour avoir ce nouveau paradigme, il faut de nouveaux acteurs. Il faut que les anciens, mes anciens qui m'écoutent bien, il faut qu'ils passent le témoin. Et qu'on ait des jeunes qui reprennent le lambeau. Mais c'est là où c'est plus compliqué. C'est difficile d'avoir des jeunes qui prennent le lambeau. Un parti politique, pour un leader politique, coûte minimum, pour un petit parti comme le mien, entre 1 million et 2 millions de frais de fonctionnement. Mais vous connaissez beaucoup de jeunes au Togo ici qui vont mettre 1 million, 2 millions, banjo comme ça. C'est-à-dire que bon, c'est pas que tu rattrapes quelque chose derrière. Non, donc aujourd'hui, on a un gros problème. Les anciens, ils savent ce que c'est. Ils savent que ça coûte cher d'entretenir un parti. Et que 98% des dépenses du parti viennent souvent des ressources personnelles du président. Donc, pour renouveler, il faut avoir des gens qui ont les mêmes capacités que les anciens. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je suis l'un des rares jeunes aujourd'hui qui a pris le courage de rentrer dans la mouvance politique de l'opposition et essayer de suivre. Les autres, ils datent des années 90. Donc oui, il faut recréer une nouvelle opposition. Oui, quand vous dites les autres, ils sont des années 90, comme vous dites. Alors vous avez déjà fait 9 ans à la tête du NET. Vous donnez encore combien d'années? Non, l'année prochaine, non, moi je dégage. Maintenant, après, pour dégager, il faut trouver des gens qui prennent le flambeau. Alors s'il n'y a personne, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est ce que je dis aujourd'hui, le gros problème qui se pose au niveau de certains partis, c'est que quand quelqu'un même veut partir, il ne trouve pas preneur. C'est ça le problème. C'est ce que je dis. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes au Togo, jeunes, qui ont envie d'aller dépenser 1 million par mois
Ce n'est pas un investissement avec un retour sur investissement. C'est 1 million par mois dans l'air. C'est-à-dire que vous allez faire vos activités et vous ne récupérez rien en retour. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Donc, du coup, c'est un problème qui se pose. Pour revitaliser l'opposition, il faut de nouvelles énergies, mais il faut les trouver. Et donc, quand vous parlez de trouver les jeunes, mais bon, c'est pas facile. Alors, le NET participe aux discussions en cours avec le gouvernement sur l'organisation des prochaines régionales. Une certaine opinion affirme que rien ne pourra sortir de ces échanges. Alors, êtes-vous optimiste que cette fois, vous allez aboutir à des conclusions consensuelles qui seront effectivement exécutées? Non, écoutez, bon, c'est vrai que pour le moment, les membres du CNAP se sont engagés à ne pas mettre sur diffuser les termes des travaux jusqu'à un certain plan. Mais je peux vous dire qu'on a beaucoup avancé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur des questions qui étaient des questions parfois complètement sur lesquelles on ne pouvait pas avancer, on a énormément avancé. J'espère que d'ici la semaine prochaine, il y aura une conférence de presse là-dessus. Mais non, honnêtement, on a beaucoup avancé. Sincèrement, le climat n'est pas heurté comme on pouvait s'y attendre. Il y a beaucoup d'évolutions. Je suis très heureux puisque, au fait, on a 2 instances. On a le CNAP, la contestation nationale des acteurs politiques, et puis on a le comité d'appui qui est donc un peu l'organe exécutif. Je fais partie du comité d'appui comme je fais partie du CNAP. Et je peux vous dire que non, même dans le comité d'appui où il y a 7 parties uniquement pour travailler, l'ambiance est plutôt bonne. Enfin, de temps en temps, le ton monte, c'est normal. Mais je peux dire qu'on a énormément avancé. Et les gens même seront surpris de l'évolution de l'association. Si on continue comme ça sur l'ensemble des points inscrits, alors que les points étaient inscrits de façon volontaire, il n'y a pas eu de tabou. C'est-à-dire que tous les points ont été pris en compte. Je pense que les gens seront très surpris de l'évolution. Maintenant, après, rassurez-vous, nous sommes des partis politiques, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, aucun parti politique qui aurait perdu les élections, nous trouvons que les termes d'organisation sont corrects. Alors, certains de vos camarades de l'opposition refusent de participer à cette concertation, notamment ceux regroupés au sein de la DMK. Il y a aussi le cas, et au motif qu'il faut, avant toute nouvelle discussion, vider le contentieux de la dernière présidentielle. Les comptes faut-ils tourner par du scrutin présidentiel de 2020? Non, Moi, j'ai été présent dans 26 CELI sur les 46 CELI. Au lendemain des élections, je me suis mis à disposition de toutes les formations politiques pour leur mettre à disposition les PV de nos membres de bureau. En disant, malheureusement ou non malheureusement, ou heureusement ou malheureusement, au Togo, ce qui fait foi sur les élections, c'est les PV. Donc, disons, moi, je suis prêt à vous mettre en place tout ce que vous avez. Et puis, si par hasard, vous avez des PV qui sont contraires à ce que nous, les nôtres, présentent, vous pouvez même à la limite profiter de ça pour dire, vous voyez bien qu'il y a eu de manipulation. Puisque les PV qui sont à notre disposition sont conformes à ceux qui ont été enregistrés au niveau des CELI. Et les résultats des CELI sont conformes à ce qui a été publié. Je l'ai dit, j'ai rencontré même, c'est peut-être la première fois que je dis, j'ai rencontré des responsables de la DMK qui m'ont dit, est-ce que tu peux? J'ai dit, oui, moi je peux. Mais c'est que, il n'y aura pas de différence. Donc, pour moi, la difficulté au Togo, pour avoir des élections transparentes et justes, c'est d'abord la différence des moyens. Aujourd'hui, vous avez un pays où 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Si, lors d'une élection, un candidat est en mesure de mettre 1 milliard et l'autre 100 millions, mais les élections sont déjà jouées. C'est-à-dire que le reste, c'est bon, on se raconte quoi. Tant que nous n'aurons pas au niveau de l'opposition des ressources financières, vous avez vu comment les gens sont battus pour les 42 millions. Mais honnêtement, les autres pays se moquent de nous en disant, mais si des leaders de l'opposition se battent pour 42 millions pour une élection présidentielle, mais on va où? Donc tant qu'on n'aura pas demain un leader politique qui peut mettre sur la place du public 10 milliards, 20 milliards, comme on a vu tout récemment, bon pas encore tout récemment, qu'on a vu à l'époque au Bénin, où on voit des candidats de l'opposition qui font campagne avec hélicoptère. Quand la voiture tombe en panne, on doit réparer. Mais il est évident que le reste, c'est vraiment cela raconte. Je l'ai dit, je dis, les élections, les résultats qui ont été proclamés à l'issue des élections du 22 février sont conformes à ce que moi j'ai vu dans les 26 élections, sauf si quelqu'un m'apporte une preuve du contraire. Maintenant, allons plus loin. Nous sommes dans un pays où les institutions qui valident définitivement les élections, c'est la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour constitutionnelle donne les résultats, c'est fini, on passe à autre chose. Nous voulons être soit des démocrates ou pas des démocrates. Nous voulons être soit des hommes politiques, soit pas des hommes politiques. Nous voulons être des hommes d'État ou pas des hommes d'État. C'est-à-dire qu'on peut contester les élections comme on veut, mais une fois que la Cour constitutionnelle
régulièrement établi. Cours constitutionnel où nous sommes allés faire enregistrer notre signature. Ça veut dire que quand vous enregistrez votre signature devant la Cour constitutionnelle, devant le président de la Cour, c'est que vous lui donnez la légitimité à proclamer les résultats. Vous dites, nous avons confiance en vous. C'est quand vous rentrez dans un match pour jouer au foot, l'arbitre est là, vous ne dites rien, et quand vous marquez, vous dites que l'arbitre a son frère est le gardien. Bah non, je suis désolé. Soit vous contestez ça avant, mais si vous ne le contestez pas, une fois que vous rentrez sur le terrain, vous n'aurez pas matière à contestation. Donc pour moi aujourd'hui, 2020, c'est derrière nous. S'il y a des gens qui pensent que nous pouvons avoir la tendance, il faut préparer 2025 et puis c'est tout. Pour le reste, je pense que bon, il faut avancer. Alors c'est un fait que les élections sont toujours contestées au Togo. En Afrique même. Voilà, en Afrique et surtout dans notre pays, le Togo. Mais comment faire en sorte que, en tout cas au Togo, qu'on en finisse avec les contestations? On ne peut pas en finir avec les contestations tant qu'on n'a pas tous les acteurs la même bonne foi. C'est-à-dire que moi, je suis allé aux élections présidentielles en 2025, en 2015. De vous à moi, je savais que je n'avais aucune chance de gagner. Mais j'avais un autre projet derrière, la notoriété du parti, ainsi de suite. Et on l'a obtenu d'ailleurs. Et puis, qu'on prenne le parti au sérieux, on l'a obtenu. Mais quand vous allez à une élection, je pense que le minimum, c'est d'avoir cette franchise-là pour dire oui, j'ai gagné, avec les preuves à l'appui. Non, je n'ai pas gagné, je félicite le victorieux et puis on passe à autre chose. Maintenant que nous serons toujours dans une sorte de, je vais dire, de remise en cause du processus, alors qu'on ne remet pas en cause du processus avant même la proclamation. Pour contenter ses militants, pour contenter peut-être les financiers, ainsi de suite, on dit on nous a volé. Je ne dis pas que les élections au Togo sont les meilleures, mais je dis au fait aujourd'hui, il est important que nous, acteurs politiques, on devienne des hommes d'État. Et donc, hypothèse numéro 1, on a les preuves. J'ai regardé par exemple le courrier que le candidat de la DMK a envoyé à la Cour constitutionnelle. Ce qui lui manquait énormément, c'était les éléments constitutifs du délit. On peut dire, ok, bah, d'accord, ici, il y a ça, mais si nous n'avons pas les éléments constitutifs du délit, aucun juge, même si c'était un juge civil tout simplement, ne prendrait ces arguments-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nous devons être mieux organisés. Pour pouvoir, on a autour de 10 000 bureaux de vote. Rien ne dépasse un candidat sérieux à doter les 10 000 délégués ou membres de bureaux de vote de téléphones chargés de choses pour qu'on puisse photographier les résultats en même temps et les envoyer au QG. Parce que comme ça, quand on est en train de contester, on dit, bah, écoutez, voilà, quand nous on prend nos résultats un par un, voilà ce que ça donne. Le temps de faire la première compilation, après faire venir tous les PV, toujours les photographies, on n'est pas obligé de se déplacer. Dieu merci, depuis un certain temps, on ne coupe plus Internet. Il faut d'abord mettre ça dans la loi, c'est que permettre aux gens de... Est-ce qu'on ne peut pas les empêcher? Non, aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez quand on fait les élections sur les tableaux, on affiche les résultats, c'est accessible, tout le monde peut les avoir. Tous les délégués des partis politiques ont droit à un exemplaire du PV des résultats. Et donc, si je suis délégué, je suis sérieux, une fois que je prends mon PV, je fais une photographie que je vois à mon cuir de champagne, de campagne, avec les références de mon bureau de vote pour que la compilation puisse se faire. Mais au même moment, je peux vous dire que moi qui suis ici même, c'est pas dit que si demain il va y avoir une élection présidentielle, je vais pouvoir avoir les 10 000 délégués. Et que une partie des délégués qui ont faim à partir de midi ne vont pas rentrer chez eux en disant que lui là il nous a envoyé ici, il ne nous a pas envoyé l'argent, alors que les délégués du parti au pouvoir, à midi on l'amène spaghetti avec un Nougbagba, ils mangent correctement. C'est ça le problème. Est-ce que j'ai spaghetti et Nougbagba pour 10 000 bureaux de vote? Ben, est-ce que je les ai? C'est des questions qu'il faut se poser. À vous entendre, c'est que, bon, en tout cas, on peut dire que ça se passe bien, en tout cas les élections, à vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous discutez à la CENAP? Améliorer le processus. Améliorer le processus. Je peux vous donner un exemple très simple. La fiche de compilation, de dépouillement, c'est une fiche que la plupart du temps, qui n'est pas accessible. Aujourd'hui, pendant la discussion, beaucoup d'acteurs ont dit nous souhaiterons qu'on ait cette fiche-là accessible. Donc, ce n'est pas que cette fiche-là n'existe pas, mais c'est que la plupart du temps, elle ne fait pas partie de ce qui est prévu par le code électoral pour être affiché. Donc voilà, c'est de l'amélioration, mais ça ne veut pas dire que cette fiche-là n'étant pas affichée n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus réfléchir sur les conditions d'amélioration. On espère qu'on pourra les avoir, mais pas sur les conditions d'organisation, parce qu'encore une fois, je le dis encore, si en face, les gens ils ont 1 milliard et vous avez 1 million ou 100 millions dans un pays où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, vous partez avec une 10 longueurs de retard par rapport à ceux qui sont sur place, quoi, tout simplement. Dans une déclaration conjointe, le groupe dit des 5
donc regroupant les ambassades de France, de la République fédérale d'Allemagne et des États-Unis, la délégation de l'Union européenne et la coordination du système des Nations Unies au Togo affirment avoir exhorté la DMK à ne plus publier des communiqués attribuant des déclarations non vérifiées à ses membres. Cette déclaration a fait donc sortir de leur gond plusieurs acteurs politiques qui n'ont pas du tout apprécié le ton de cette déclaration, que quelqu'un a même qualifié de colonialiste. Alors, quel est votre point de vue sur cette déclaration? Mais vous savez, moi je suis un acteur politique. C'est très gênant quand on vous attribue des propos qu'on n'a pas tenus. Et c'est encore plus gênant quand vous êtes un diplomate soumis aux droits, aux devoirs de réserve. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, c'est facile. Quelqu'un parle de moi, moi je vais écrire dans les 2 secondes une riposte sur ma page Facebook. Vos antennes ont été témoins heureux ou malheureux d'un tel incident. Quelqu'un peut parler de moi dans vos antennes dans les 10 minutes. À travers ma page, je réponds. Parce que j'ai la liberté de ton. Mais quand on est des diplomates, c'est plus compliqué. Et malheureusement, c'est que la plupart du temps, pourquoi quelqu'un utilise se substitue à vous pour vous prêter des intentions, c'est parce qu'on sait que ça a plus de crédibilité. Donc pour moi, je n'ai pas été choqué, je vous le dis réellement, je n'ai pas été choqué par ce ton-là. Je crois que quand nous sommes des acteurs politiques sérieux, nous devons éviter de faire passer des expressions dont les auteurs n'ont jamais été responsables de ces expressions-là. C'est pour moi le premier niveau. Et ça fait partie, je peux vous dire, ça fait partie du contentieux que j'ai eu avec M. Agbayome à l'époque, avant qu'il ne parte. C'est-à-dire, je dis, il vaut mieux assumer que de dire, par exemple, quand un candidat va utiliser, par exemple, les symboles nationaux pour dire je suis le président élu, je dis, ben, moi, j'aimerais bien le jour où vous êtes vraiment président élu, reconnu par les institutions, je vous respecte, mais tant que ce n'est pas le cas, ça brouille un peu. Donc, honnêtement, de vous à moi, je n'ai pas été choqué. Je pense qu'il y a plus d'intérêt d'éviter de faire l'amalgame. Chaque organe a ses canaux de communication. Et puis le groupe des Saints nous a habitués à communiquer régulièrement sur la crise togolaise. Quand il y a une situation qu'ils ont, il la publie. Mais c'est un peu gênant moi qui suis ici, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je rencontre des ambassadeurs. Mais quand on sort de cette rencontre, personne n'en parle. Parce que vous avez des discussions qui sont confidentielles. C'est maladroit d'avoir par exemple des discussions avec des ambassadeurs, des gens qui sont donc soumis au devoir de réserve, avoir des discussions confidentielles, parce que parfois, dans le chuchotement des bureaux, vous pouvez vous dire des choses qui sont parfois propres, mais qui ne doivent pas sortir. Donc, il est évident que vous pouvez vous dire des choses en vous disant, ouais, je libère un peu la parole, mais si cette parole devait être officielle, elle aurait été rendue officielle par les canaux officiels. Donc voilà, moi je ne suis pas choqué. Je pense qu'il faut éviter cette pratique-là qui consiste à parler au nom de certaines personnes. Voilà, le deuxième point, le GIEC dit avoir exhorté, en tout cas encouragé la DMK à participer au processus de concertation organisé par le gouvernement. Est-ce que le groupe là a besoin de dire ça, de mettre ça sur la place publique? Quand vous dites des discussions, est-ce que le groupe, c'est comme si il donnait des leçons ou bien, voilà, est-ce que... Mais en fait, c'est... Moi, vous savez, il y a une chose qui me tombe dans cette position-là. Pourquoi nous allons voir le G5? Pourquoi nous allons en France? Pourquoi nous souhaitons rencontrer Macron, Macron, ainsi de suite pour des crises togolaises? Mais ça veut dire que si tu amènes la tête sur le billard de quelqu'un, il te la coupe. Tout simplement. Mais si vous n'allez pas solliciter des gens pour dire nous souhaitons que vous interveniez dans la crise togolaise, ils ne vous donneront pas leur avis. Tout simplement. Mais moi, je ne suis jamais allé voir personne pour dire je veux que vous rentrez dans la crise togolaise. Mais si aujourd'hui la DMK le groupe des 5 avait dit justement que le Sénat était vicié, on brandirait cette communication-là comme étant la preuve intangible de l'échec du processus. Donc voilà, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Hypothèse numéro 1, vous ne demandez rien, mais quand vous allez demander, on vous donne votre conseil, après n'allez pas pleurnicher. Je rappelle que des pays comme notre pays a les 2/5 plutôt de son budget, mais qui sont issus de dons. Et quand des gens vous donnent, vous leur donnez la possibilité d'intervenir dans vos affaires. C'est clair. Vous avez vu tout le branle-bas de combat qu'on a eu quand le président Faure allait en France. Pourquoi?
Moi, j'ai toujours dit que pour moi, entre un président fort qui va en France et un président fort qui va au Bénin, c'est la même chose. Il va rencontrer un homologue, un président d'un autre truc. Mais ça a fait l'objet de pourquoi il allait, pourquoi Macron l'a reçu, ainsi de suite. Mais honnêtement, deux présidents qui se reçoivent, quel est notre problème? Donc, si vous permettez à des gens de mettre leur bouche dans votre affaire, on va parler terre à terre, mais n'ayez pas de honte quand ils mettent leur bouche dans votre affaire. Moi, personnellement, si les gens ne vont pas voir le groupe des 50 disant intervenez dans notre affaire, les gens n'interviendront pas dans l'affaire. Mais si nous leur donnons le droit, nous leur donnons la possibilité, ils vont intervenir. Je signale qu'en ce moment où nous enregistrons cette émission, la DMK devrait être en train d'animer une conférence de presse justement sur la sortie du groupe des 5. Mais déjà, l'un des membres éminents de ce regroupement, depuis son exil, a dit ce qu'il en pense. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Agboueme Kodjo, que je vous propose de réécouter. J'étais un peu surpris de la teneur de ce communiqué qui nous invite de façon combinatoire à rejoindre la table de dialogue. Alors que depuis des mois, nous leur avons adressé donc une lettre pour dire que le format de ce dialogue ne nous plaît pas. Surtout que le ministre a dit qu'on ne parlera pas de contentieux électoral. Si eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une grave crise politique dans le pays, il faut savoir quelles sont les causes qui ont provoqué et qui nourrissent cette grave crise politique dans le pays. Il faut qu'on soit sérieux. En aucun moment dans la rencontre que Mme Adjango Brigitte et ses collègues ont eue avec le G5, on n'a jamais parlé d'aller à la table de négociation. Comment on peut nous parler comme ça? Dans tous les cas, nous sommes le vrai vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février 2020. À supposer même que nous nous alignions sur les 19,46% qu'on nous a donnés, nous sommes la deuxième force politique du pays. Donc il ne peut pas nous parler comme ça. C'est tout comme si c'est des représentants qui convoque en France Marine Le Pen et puis on lui donne des ordres là comme ça. On est où là? Il faut qu'on se respecte. Ceux qui normalement devaient me présenter des lettres de créance ne peuvent pas nous parler comme ça. Parce que tout le monde sait que c'est nous qui avons gagné les élections. Les messages de félicitations donc qui sont arrivés à fois que nous contestons encore aujourd'hui sont des faux. Parce que aucun ambassadeur sérieux en sagesse et en responsabilité ne peut envoyer une note à son pays de reconnaître cette victoire querellée au lendemain de la publication des résultats par la Cour constitutionnelle. La conférence épiscopale demandait le rétablissement de la vérité des urnes. L'ambassadeur des États-Unis, par le département d'État, demandait aussi un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Il faut qu'on soit sérieux. Mais c'est terminé tout ça. S'il a gagné à 70%, regardez depuis le début de cette nouvelle mandature, comment du moins la terreur pèse sur le pays. Aucune manifestation de contestation des résultats n'a été autorisée. Celui qui a gagné les élections dit que tu ne réclames plus. Si tu réclames, tu vas en prison. Soyons sérieux. Nous respectons l'Europe. Un peu de respect pour ceux qui ont voté pour nous. Monsieur Tama, comprenez-vous cette colère du président du MPDD? Oui, écoutez, en se mettant dans sa logique, oui, mais en se mettant nous dans notre logique, non. Je vous ai dit, moi je considère que 2020 c'est passé et que nous devons nous atteler à autre chose et préparer 2025. Maintenant, après, chaque acteur politique a la liberté de son choix idéologique et stratégique. Je ne le conteste pas du tout, mais souffrez aussi que moi j'ai mon approche aussi. Donc voilà, je répète encore, si vous écrivez même au G5 pour leur donner votre position sur quelque chose, souffrez aussi qu'ils vous donnent leur avis. Si vous ne voulez pas obtenir leur avis, ne les écrivez pas tout simplement. Et puis, tout simplement, quand vous les écrivez, c'est que vous leur donnez déjà un certain crédit. À ce moment-là, souffrez qu'ils vous répondent aussi par rapport, vous ne pouvez pas les imposer non plus le sens de la réponse qu'ils vont vous donner. Alors, l'initiateur de la DMK, Monseigneur Kodjo, est le candidat de ce regroupement au scrutin présidentiel de 2020, l'ancien Premier ministre Agboueme Kodjo, député élu de l'actuelle législature également, que nous venons d'écouter, sont aujourd'hui en exil. À ces deux, il faut ajouter le président du PNP, Tikpi Achadam, pour ne citer que ces personnalités. Alors, des Togolais reprochent aux partis politiques dans l'ensemble de ne pas faire preuve de solidarité avec ces exilés. Alors, qu'avez-vous fait ou êtes-vous prêt à faire pour aider au retour de ces exilés? Non, écoutez, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une seule fois, deux fois où on n'a pas été en contact avec les autorités pour demander qu'on autorise ces personnes de venir. Toujours la même réponse qu'on nous donne, c'est que ils ne sont sous mandat de rien du tout. Peut-être c'est après le départ de M. Agboueme, en n'ayant pas respecté les conditions de sa mise en liberté conditionnelle, qu'il y a eu
un mandat d'arrêt international qui a été même rejeté par Interpol parce que c'est sur des questions politiques. Sinon, à l'époque, moi je pense même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai intervenu directement sur l'interpellation à l'époque où il devait aller à la justice et je sais les réponses qu'on m'a données. Donc, c'est pareil pour M. Tchipi Atchadam. Quand vous intervenez pour Tchipi Atchadam, on dit mais il n'est pas sous mandat, personne ne l'a jamais recherché au Togo. Donc, un citoyen est libre de quitter le territoire comme il l'entend. Mais c'est encore une fois, voilà, c'est pareil aussi pour Monseigneur Kodjuro. À ce jour, à ce que je sache, il n'y a pas de mandat contre lui. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. La seule solidarité qu'on peut faire, c'est de partir avec eux. Mais bon, après, il n'y aura plus rien non plus sur le territoire. Donc, c'est un peu difficile d'intervenir dans ce genre de domaine, en dehors de ce qu'on peut faire traditionnellement, c'est-à-dire à savoir demander aux autorités de faire preuve d'ouverture d'esprit et de ne pas interpeller ces personnes. Mais la réponse se suffit souvent à elle-même. Alors, que faudra-t-il faire de votre point de vue pour parvenir à la réconciliation nationale, à un apaisement total et donc à une vie politique normale dans notre pays aujourd'hui? D'abord, je pense que l'alternance politique est une première étape. C'est vrai que vous pouvez tout dire tant que nous aurons l'impression que depuis 58 ans, nous avons une continuité biologique au niveau de la tête de l'État. Ce sera pour certaines personnes, surtout pour des gens qui ont perdu des gens dans la lutte politique, ce serait difficile pour certaines personnes. Sincèrement, je le dis tel que je le crois. Il y a des gens qui ont perdu sur Ablodé à l'époque, ensuite dans les années 90 et tout ça. C'est difficile de dire à ces personnes-là de faire table rase du passé et de vivre dans la normalité. Et je pense que j'aurais été quelqu'un qui aurait perdu un membre de ma famille à la tête des luttes politiques. Si j'ai toujours l'impression qu'il y a une continuité à la tête de l'État, j'aurais du mal. Maintenant, je pense aussi qu'il faut faire un grand pardon, mais un grand pardon qui soit sincère. Le H-Kroon, je pense, travaille trop de façon sporadique pour que ceci ait une continuité. Et maintenant, je crois aussi que c'est une chose que je déplore. C'est prévu même dans la Constitution. Il faut que régulièrement le chef de l'État rencontre les acteurs politiques, surtout de l'opposition. Discuter de façon franche, parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. On ne se connaît pas suffisamment. Nous, peut-être de l'opposition, on se connaît mais on ne se connaît pas suffisamment avec les chefs de l'État. Ça le fait dans d'autres pays. Il faut cette concertation-là. Ça peut être un déjeuner dans les jardins, ça peut être n'importe quoi. Autrefois, ça se passait avant la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne mieux à se connaître. Et après, je pense qu'on aura la surprise de voir qu'on n'est pas si différents que ça les uns des autres. Voilà. Alors, le chef de l'État vient de boucler l'A1 de son 4e mandat. Alors, quel regard portez-vous sur la gouvernance actuelle du pays? À votre avis, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas qu'on devrait améliorer ou corriger? Nous avons de bons textes. Il y a deux choses que je déplore. Je l'ai dit en début d'émission, la lutte contre l'impunité. On a beau mettre en place la Pulsia, mais on se rend compte que depuis maintenant près de 5 ans, ils n'ont encore rien attrapé dans les filets. Et puis je crois que ce qui manque aussi, c'est un peu une sorte d'adhésion à un projet commun. Les Togolais sont trop dispersés et je crois que c'est la responsabilité de l'État, le gouvernement, de faire en sorte qu'on ait une vraie adhésion. Aujourd'hui, les Togolais ne se sentent pas... la seule chose qui nous restait, c'est le foot. Vous imaginez si un pays n'a comme seul élément fédérateur que le foot. Et là, aujourd'hui, le foot encore, c'est en train de partir en saucisse. Donc, du coup, non, je pense que c'est ça. On peut avoir de bons projets, mais s'il n'y a pas d'adhésion, faites rien. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que nous sommes un pays très pauvre, on comprenne qu'on doit travailler ensemble pour faire avancer. Maintenant, sur le plan sectoriel, il y a des éléments qui sont importants. Aujourd'hui, le secteur tertiaire, à savoir par exemple l'agriculture, malgré tous les projets qu'on a, on n'arrive toujours pas à décoller de l'agriculture. Nous sommes toujours dépendants de l'extérieur pour beaucoup de choses. Et malgré même qu'on parle d'un ministère chargé du consommé local, on est encore très loin de ça. Et tant que le secteur primaire ne décolle pas, le secteur secondaire, donc qui est la transformation, aura aussi du mal à se développer. Et le secteur tertiaire, qui se nourrit de ces deux premiers secteurs-là, auront du mal. Donc le PND, vous voyez, on n'en parle quasiment plus. Maintenant, on parle du programme de 2020-2025, de la feuille de route 2020-2025. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a quasiment fait un programme qui a commencé en 2018, là, pouf, ça passait aux oubliettes, on commence la feuille de route 2020-2025. Donc c'est cette cohérence-là et cette adhésion-là qui est aussi une source d'insuffisance
pour faire en sorte que les Togolais se sentent concernés. Voilà. Se sentent concernés. Là, on n'a pas l'impression que tous les Togolais se sentent concernés. Voilà. Et ça, c'est dommage. Suite au récent déplacement que vous avez effectué à l'intérieur du pays, vous avez parlé de misère galopante qui n'épargne aucune localité du pays. Alors, si le net était au pouvoir, que ferait-il pour le développement, bien le bien-être de l'ensemble des populations togolaises, et ne serait-ce que pour atténuer la misère dont vous parlez? Moi, je pense que, comme beaucoup de pays qui sont développés, il faut partir du principe que dans les 5 ans à venir, qu'on ait des riches agriculteurs. C'est-à-dire que des gens qui peuvent s'orgueillir d'avoir 10 000, et non 1000, 2000, 5000 hectares qui mettent en exploitation. Il faut qu'on puisse remodifier notre plan de développement agricole, en acceptant qu'on puisse avoir des zones qui sont comme aux États-Unis, les belts. C'est-à-dire qu'on a du soja belt, qu'on a du maïs belt, parce que le premier niveau, c'est qu'il faut qu'on augmente nos rendements. Aujourd'hui, nous sommes sur le maïs à autour de 1 à 2 tonnes à l'hectare. Pour des rendements aujourd'hui de maïs où on a 10, même, voire même 15 tonnes à l'hectare. Mais si vous faites du 2 tonnes à l'hectare, vous ne pouvez pas être efficace. Mais pour faire du 10 tonnes à l'hectare, ça veut dire que vous avez un champ sur 100 hectares, vous avez des tracteurs, vous avez des herses, vous avez tout ça pour faire, vous avez des semis, des densités de semis, vous avez un lavou profond du sol. Donc ça ne peut pas le faire avec nos dabas, disons la vérité. Donc il faut accepter qu'on perde des territoires au détriment de la petite paysannerie. C'est qu'en fait, au Togo, on veut faire deux choses qui sont complètement opposées. On veut protéger la petite paysannerie et on veut augmenter la production. C'est pas possible. On doit pouvoir réserver des espaces, peut-être dans le centre où on a parfois un peu plus d'espace, où des gens font 10 000 hectares d'un trait, soja, maïs ou autre chose. Comme ça, on va pouvoir augmenter la productivité. Et on doit pouvoir, quand vous augmentez la productivité, vous pouvez commencer à faire de l'élevage. Parce que je vous dis une chose, moi je suis agriculteur, j'ai été fermier. Si vous n'arrivez pas à acheter le maïs à moins de 100 francs le kilo, vous ne pouvez pas faire de l'élevage de poulet. Si vous ne pouvez pas acheter le soja à moins de 200 francs le kilo, vous ne pouvez pas faire de l'élevage. Donc le départ, c'est là. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir envoyer nos techniciens, nos ingénieurs agronomes dans ces grandes exploitations pour qu'ils puissent être efficaces. Parce qu'aujourd'hui, vous envoyez un ingénieur agronome dans un champ de 1 hectare, il fait quoi? Il fait rien. Troisième élément, qui est le plus important, c'est le digital. Aujourd'hui, le digital permet d'être compétitif. Un jeune dans sa chambre peut avoir sa société et gagner de l'argent en faisant même, par exemple, des photographies qui vont sur Internet. Donc, il faut que nous puissions être le champion en Afrique de l'économie digitale. Pouvoir avoir des banques qui endossent les cartes bleues, parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire du commerce sur Internet, c'est les cartes bleues. Et quand vous faites, aujourd'hui, on a un service qui s'appelle PayPal. Vous êtes sur PayPal, on va vous dire, mais vous n'avez pas de banque dans votre pays qui peut recevoir les paiements PayPal. Donc, vous êtes déjà bloqué. Et là, c'est une économie qui est énorme. On nous a trompé ici un peu avec les histoires qu'on paye, c'est plus les sociétés qui ont pris de l'argent de gauche à droite. Les sociétés de trading là. Voilà. Mais là où il y a le vrai argent, c'est sur l'économie, le e-commerce. Oui. Aujourd'hui, on peut vendre énormément de choses par e-commerce. Des productions, des gens qui font de la photographie, des gens qui font du vectoriel. Mais ça, il faut développer le digital parce que par an, au Togo, on a 10 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Les sociétés qui existent ne peuvent pas les absorber. Il faut qu'on puisse les accompagner pour qu'ils créent eux-mêmes leur société et qu'ils deviennent indépendants. Voilà. En 2 minutes, j'ai fait le programme de... Actualité du Togo à présent. Dans une récente sortie sur les médias, le président béninois Patrice Talon accusait des pays voisins, sans les nommer, de soutenir des opposants à son régime. Alors, ne se sentant pas concerné, le gouvernement togolais n'a pas réagi. Moi, j'ai réagi. Ou plutôt, voici la réaction du ministre Gilbert Baora sur les relations entre le Togo et le Bénin. Si vous allez actuellement à la frontière entre le Togo et le Bénin, que vous alliez le matin ou que vous alliez à minuit, vous allez voir qu'il y a un bouillonnement de Togolais, de Béninois. Il y a un brassage. La frontière est ouverte 24 heures sur 24. Donc, c'est le plus important. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des pays frères. Nous sommes condamnés à travailler ensemble pour maintenir, consolider la paix à l'intérieur de nos États, mais également sur le plan sous-régional. Nous avons des défis communs en matière de développement économique et social. C'est ça qui est le plus important et qui doit mobiliser à la fois les peuples et les dirigeants. Donc, pour le reste, permettez que je ne fasse aucun commentaire. Officiellement, le Togo ne se sent pas concerné par cette sortie du président Talon. Et ce qui n'est pas votre cas, M. Tama, vous qui avez réclamé que l'on respecte le Togo. Pourquoi croyez-vous que les insinuations du président béninois visent le Togo?
Non, je pense d'abord qu'il y a eu deux phénomènes dans la même période. C'est-à-dire que vous avez les insinuations sur une certaine conseillère qui serait venue dans le pays avec la mallette bourrée d'argent, bourrée de milliards, et on les connaît. La conseillère, il ne faut pas chercher loin pour la connaître. Et ce qui m'a choqué, c'est l'expression conseillère. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit conseillère, c'est que la personne conseillait quelqu'un. Alors que la personne était déjà ministre chez vous. Vous aurez pu dire ministre. Là, voilà. Et puis, dans la foulée, il y a eu cette histoire d'accident fortuit, où un accident se passe, on découvre 110 000 cartouches et on les attribue au même pays voisin. Donc à partir de là, à faire le rapprochement, je trouve que les relations diplomatiques entre pays doivent être empreintes de cordialité et de respect mutuel. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé a envoyé une lettre de félicitations suite à l'indépendance au président béninois. Quels que soient les greffes qui les opposent, il y a ce respect-là. Et je pense que dans une communication officielle, ce respect doit être permanent. Donc c'est pour ça que j'ai été choqué. Je trouve que dans les relations entre pays, nous devons beaucoup plus penser à faire face aux défis que nous avons aujourd'hui, qui sont des défis sécuritaires. La preuve, c'est que dans une semaine plus tard, on a intercepté notre véhicule en direction du même pays qui venait du Ghana avec des munitions. Parce que ce trafic-là existe et personne, tous ceux qui sont, moi qui compris aujourd'hui, c'est que c'est l'un des trafics qui marche le mieux, le trafic des munitions. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un canon de 12 preneurs, si vous mettez un percuteur, c'est fini, vous en faites une arme. Donc, je n'ai pas aimé, parce que je pense quand même que les relations diplomatiques doivent toujours être empreintes de respect mutuel, de cordialité et de recherche commune d'une solution à des crises qui sont des crises aujourd'hui sous-régionales et qui ne peuvent pas se traiter tout seul. Alors, le ministre chargé des Affaires étrangères, nous changeons de pays, le ministre chargé des Affaires étrangères, Robert Doucet, a effectué en l'espace de 2 semaines 2 déplacements au Tchad, porteur d'un message du chef de l'État togolais aux nouvelles autorités tchadiennes. Êtes-vous fier de ce rôle de premier plan que semble jouer le Togo dans la crise tchadienne et par la même occasion contre le terrorisme? Ou bien vous vous dites attention à ne pas trop attirer le courroux des djihadistes contre notre pays? Non, on ne peut pas se permettre de se coucher devant les djihadistes. On ne peut que se serrer les coudes. C'est ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la sortie médiatique du président béninois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tchad a été l'une des armées, surtout avec son armée, à être en avant, aux avant-plans, au premier plan de la lutte contre les djihadistes, que ce soit Boko Haram au sud, et que ce soit donc plus au nord-ouest, tous ces groupements djihadistes-là qui pilulent dans le désert. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Togo a été l'un des premiers à envoyer son contingent au Mali. Quand la CEDEAO a décidé d'envoyer un contingent, notre premier contingent était même parti par la route. Donc le Togo est sérieusement au premier plan et nous en payons un très lourd tribut. Sur cela, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que quand nous, étant que ça triste, quand il y a quelque chose qui est bon, on ne regarde pas parce que c'est l'opposition, non, c'est pour le parti au pouvoir, parce que c'est Faure Gnassingbé. Non, je pense que c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont doubles. Il faut réussir à maintenir l'unité du Tchad, parce qu'il y a le FACT au nord qui menace, et puis donc permettre à ce que cet outil de réaction qu'est donc les forces armées tchadiennes continue à jouer le rôle qu'ils ont joué, le rôle tampon et même parfois le rôle offensif qu'ils ont eu. Donc je pense que c'est bien que le Togo puisse s'impliquer dedans pour faire en sorte quand même que l'unité et la sécurité intérieure du Tchad soient maintenues et puis après qu'on puisse continuer à compter sur les Tchadiens. C'est-à-dire que vous savez, quand les problèmes de sécurité commencent, aujourd'hui c'est le sens même de la démocratie en Europe, en Occident, hein. Quand les questions de sécurité se posent, on oublie un peu la démocratie. Parce que, qu'on le veut ou non, la succession au Tchad n'est pas une succession démocratique. Mais on regarde les enjeux sécuritaires en se disant, est-ce qu'on commence à faire les parangons de vertu en disant, ouais, sécurité, démocratie ou rien? Ou on dit, ok, écoutez, là, le Tchad, le Mali était un peuple démocratique quand ils ont eu l'invasion des djihadistes. Donc, la démocratie à elle seule ne se suffit pas. Il faut avoir un outil sécuritaire de défense assez fort et je pense que le Tchad a continué à avoir ce outil-là. Il faut le soutenir, faire en sorte qu'il continue à lutter contre les djihadistes dans le Sahel. Je vous remercie, M. Yeri Tama, d'être venu donc nous partager avec nous vos points de vue sur l'actualité au Togo et ailleurs dans le monde. Nous voici donc au terme de l'émission Rétro 7 de ce samedi qui recevait comme invité le président du nouvel engagement togolais, NET député, et président du groupe parlementaire NET PDP à l'Assemblée nationale.
Auditrices et auditeurs de Radio Victoire, je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que Rétro 7 est désormais rediffusé